Nous allons reprendre donc avec le cas d'Elisa, cette jeune fille très en souffrance et très soumise à ses pulsions. Juste en reprenant, je pensais dans la psychanalyse, à vous dire en complément, dans la psychanalyse chez Freud et Lacan, le corps n'existe pas en tant que tel. Ce qui existe, c'est une sorte de réel, donc cette pulsion avec laquelle le psychanalyste travaille. Et on travaille dans le sens de pouvoir la dévier vers la sublimation et non vers l'idéalisation. Et la sublimation, c'est qu'elle puisse changer d'objet et d'objet non sexuel. Donc, je reviens à Elisa, qui est dans une espèce de crudité du sexuel et dont elle parle très crûment de la sexualité. Et toute petite, elle jouait ses poupées à des scènes de viol. Et en fait, c'est parce qu'elle a été soumise très tôt à la vision de films pornographiques sans censure. Je dirais que ses parents ne se sont pas trop occupés psychiquement de ses deux enfants. Et elle est venue tard à la consultation, soit 3 ans après les débuts des symptômes de scarification. Et Elisa, dans ce qu'elle me parlait, se rappelait de son corps d'enfant très excité. Elle faisait déjà enfant des rêves érotiques. Et un cauchemar répétitif où elle voyait des espèces de pénis multiples, géants et menaçants qui s'approchaient d'elle. Et je me suis demandé si il y avait eu des antécédents d'abus sexuels. Et dans une des séances, et suite à une récente relation sexuelle, elle m'a dit qu'elle avait senti que son corps se fermait et qu'elle rejetait cet autre qui était en elle. Et elle s'est dit à ce moment-là, merde, il est dedans. Et quand Elisa éprouve du plaisir, elle parle d'elle à la 3e personne, aussi, comme si c'était le corps d'une autre. La femme jouit de son corps comme du corps d'une autre, rappelle Michel Montrelet. Chaque événement lui arrive comme s'il venait d'une autre. Et ce corps, ce réel du corps, il est aussi l'actualisation fascinante de la féminité de toute femme, mais aussi, surtout, de celui du corps de la mère. Sur les questions d'ouverture et de fermeture du corps à la poussée constante de la pulsion sexuelle, Jacqueline Schaeffer, dans un ouvrage intéressant paru au PUF, Le refus du féminin, elle a posé les questions d'angoisse du féminin. Elle a défini le féminin comme tout ce qui concerne l'ouverture du moi ou du corps à cette poussée constante de la pulsion sexuelle et le travail du féminin, la capacité du moi à s'y soumettre. Elle a défini le refus du féminin comme la résistance à la pénétration pour les deux sexes. Jacqueline Schaeffer a proposé la figure mythique de la sphinge, non comme une figure du complexe d'Oedipe, mais plutôt comme figure du refus du féminin par sa double qualification. Soit comme monstre opprimante, démone, étrangleuse ou anale, ce que l'on voit avec le cas de cette patiente. C'est le territoire de la mère toute puissante, de la mère infantile, de cette mère phallique anale, de cette mère prégénitale réengloutissante dans lequel peut s'engloutir le psychotique et qui a constitué le roc freudien. Elle peut être aussi soit cette figure comme une âme en peine, en attente de délivrance dans cette acceptation du devenir féminin, pour devenir une femme libidinale,
dont le sexe exige d'être possédé, mais dont le moi, le narcissisme anal, est la défaite. Ce narcissisme anal que l'on a vu dans l'expression d'Elisa, merde, il est dedans. Et comme une âme, cette âme en peine serait comme une âme en faim, entre guillemets, de désir, pour reprendre l'expression de la jeune héroïne de ce livre, Une odeur de gingembre. Elisa donc est habitée de cette problématique dans ce moment de puberté où le réel de son corps tente de prendre forme malgré la réactualisation, la réincarnation du réel d'un autre corps, celui du premier objet des temps de la vie, celui qui était substance des mots et l'organisateur du désir. Le fantasme semble se dessiner autour de ce frère, phallus imaginaire qui lui seul peut combler la mer. Elle rêve de sexualité avec ce frère, qui lui injecte du sperme avec une seringue et qu'elle est enceinte. C'est un fantasme incestueux pris dans le complexe fraternel. Dans ce complexe fraternel que Lacan avait mis en évidence avant le complexe d'Oedipe et dans lequel beaucoup d'objets prégénitaux archaïques sont en jeu. Mais au fur et à mesure du travail et des séances, Elisa commence à prendre visage. Et une nuit, elle a pu échanger ses impulsions de scarification ou de dévoration par une coupe de cheveux qu'elle a faite elle-même, auréolant plus doucement son visage. Vous prenez le visage, lui ai-je dit lorsqu'elle est revenue me voir. Elle en a été très touchée. Les corps informes qu'elle dessine étaient maintenant surmontés d'un visage, d'un joli visage encadré de sa nouvelle coupe de cheveux. Ses capacités de concentration à ce moment-là se sont améliorées et elle a pu ouvrir un espace de pensée. Dans un rêve qu'elle a raconté à l'époque, elle dévorait les asticots. Elisa a associé cet élevage d'asticots que faisait son frère et le choc visuel devant une image de chair dévorée aussi par ces vers. Elisa donc a été cette chose véreuse du frère et de la mère contre laquelle elle lutte. Ces crises d'autodévoration boulimique sont extrêmement douloureuses psychiquement pour elle, jusqu'à hurler. Elisa a été chose de cette curieuse mère, ancienne anorexique elle-même, qui a contrôlé et restreint tous les apports alimentaires de sa fille. La pulsion orale a fait langage entre elles deux, dans un système de vases ou de corps communicants. Quand l'une est dans un comportement actif de restriction alimentaire, l'autre dévore. Donc ce sont des problématiques d'angoisse du féminin, dans ces angoisses d'ouverture et de fermeture du corps, qui circulent entre les mères et les filles, quand la mère elle-même n'a pu accéder à son statut de sujet féminin. Tant que cette jouissance incestueuse ne s'ouvre pas. Le corps phallus reste gros de cette jouissance maternelle. La haine circule aussi dans ce refus du féminin. La mère n'a pas supporté les rondeurs de sa fille et le désir paraissait absent du couple parental. Elisa m'a relaté très choquée avoir entendu sa mère dire à son père « On va la retrouver morte un de ces matins ». Cette mère a failli mourir au moment de donner naissance au fils aîné. Elle a ensuite fait une fausse couche avant la naissance d'Elisa et a failli la perdre lorsqu'elle était enceinte de 3 mois. Son ventre saignait. Difficile pour Elisa de s'inscrire dans la vie dans un tel désir mortifère. Difficile pour la pulsion d'être intégrée, pacifiée et subjectivée quand la haine de la mère l'emporte sur l'amour. Elisa va bien aujourd'hui. Elle a 26 ans, elle a réussi à passer son bac,
à s'inscrire dans une école de théâtre et à en faire son métier. Il n'y a plus d'obésité, plus de symptômes de boulimie, et elle a ouvert un large espace de pensée et de créativité. Ça va me permettre de faire le lien. La structure de cette jeune fille était une structure limite, et donc je vais faire le lien avec l'obésité et une hystérie grave, et je vais faire le lien entre l'obésité dans la psychose et les états limites. La prise de poids peut être rempart contre le désir sexuel, le maintenant insatisfait dans la névrose, rempart de défense contre l'intrusion aussi dans la psychose. Il est difficile de distinguer la prise rapide et excessive de poids, secondaire aux lourdes prises neuroleptiques, surtout de deuxième génération, de ce mécanisme de défense. Les conduites addictives alimentaires peuvent être aussi associées dans une relation folle avec la nourriture, de même que l'inactivité physique fréquente. Le psychotique est dans une aperception du corps. Et les travaux de Gisela Pankov sur la question du rapport du corps et de la psychose aussi sont très intéressants. Je vous les conseille. Dans la question de l'obésité morbide et du noyau psychotique de la personnalité dans ce type d'obésité, certaines études ont amené à considérer la personnalité de l'obèse morbide divisée entre une partie psychotique et une partie clivée. La partie psychotique est clivée et la partie non psychotique fonctionne, et c'est à cette partie-là à laquelle il faut s'adresser dans la prise en charge. La partie psychotique de la personnalité est clivée, donc est capable de lancer des attaques destructrices contre le corps et le psychisme. Il y a quelque chose de létal et d'autodestructeur dans la psychodynamique des grands obèses qui en menace l'intégrité et se révèle très difficile à traiter et à contenir. C'est une étude de 2 collègues brésiliens dans la revue Dialogue, intitulée « Obésité morbide et fonction oméga ». Les stratégies défensives mises en place ne visent pas à neutraliser et contrôler leur destructivité primitive, que l'on peut qualifier de mise au service du travail de la pulsion de mort. Elle constitue une forme de compromis. Le psychisme, dominé par une organisation narcissique, maintient prisonnier ses aspects sains à travers l'omnipotence et la destructivité. Cela empêche son développement et compromet la possibilité de nouer des relations vivante avec des objets en mesure de l'aider dans son développement et dans son évolution, et en le poussant en direction de la mort. Rosenfeld l'a contesté en 1971. L'objet se révèle incapable de contenir, d'intégrer et d'internaliser les émotions et les expériences d'abord du nourrisson, puis de l'enfant dépendant. Cela va accentuer les angoisses d'anéantissement qu'a très bien décrit Mélanie Klein au tout début de la vie et fragiliser les capacités de symbolisation. Ces capacités de symbolisation, elles résultent de la création de significations nouvelles, s'intégrant au sein d'un tout plus harmonieux, à partir de la relation vivante avec un autre. Et les expériences non reconnues dans une signification vivante, émotionnelle, empêchent le sujet d'accéder à une meilleure compréhension de son psychisme. Le développement de relations intimes et compromis et l'activité de symbolisation restent alors incomplètes. Ce qui fait que les symptômes de dépression, de frustration,
de douleurs psychiques et de conflits divers deviennent difficilement supportables par manque de contenance et de ressources psychiques internes, et les expériences émotionnelles sont alors évacuées sur un mode de rejet. Ces mécanismes pourraient être à l'œuvre dans les obésités secondaires à des deuils que l'on observe fréquemment lorsque les mécanismes d'accès à la symbolisation sont défaillants, voire impossibles, ralentissant le travail psychique de deuil, d'élaboration de la blessure narcissique et de la douleur dépressive traversée dans tout le remaniement et le bouleversement lié à la perte douloureuse de l'autre. Dans les familles d'obésité morbide, la contenance psychique est précaire et la vie relationnelle se caractérise par des liens de survie, mobilisant des défenses archaïques face à d'intenses angoisses de mort. Les membres de ces familles sont victimes de symptômes qui se répètent au fil des générations. Ces troubles ou carences concernant les contenants psychiques, des failles dans la capacité de liaison et de déliaison, évoquent des souffrances psychiques propres aux pathologies des états limites. Et il s'agit d'une maladie grave et mortifère dans laquelle le corps est utilisé pour exprimer l'univers psychique chaotique, où est plongé le sujet en raison des failles de la contenance. L'état limite est un trouble de la personnalité, défini dans les DSM, associant une souffrance psychique, une altération du fonctionnement social, une absence de souplesse d'adaptation. Il regroupe des traits d'instabilité dans les relations et l'image de soi, d'ambivalence affective, d'intense peur d'abandon, d'impulsivité avec une incapacité totale à penser les réactions de colère. Ces sujets présentent aussi des menaces suicidaires et des comportements répétés d'automutilation, ce que l'on avait avec le cas d'Elisa. Ces états limites sont frontières et limites entre la névrose et la psychose, et ils peuvent alterner d'un mécanisme à l'autre. La différenciation des deux s'effectue par l'importance de l'altération de l'unité du moi et de la relation à la réalité. Chez ces patients, des épisodes psychotiques temporaires de rupture temporaire du lien à la réalité peuvent se produire au cours de l'évolution. Cette clinique des états limites, elle indique une problématique de la distance relationnelle, un rapport étroit avec des angoisses d'intrusion ou d'abandon. Et toutes les variations de la distance relationnelle chez ces sujets ne sont absolument pas aménageables par le psychisme. L'angoisse est très importante car elle n'est pas liée et la vie imaginative est très pauvre avec une crudité des représentations. Ces patients présentent toute une gamme, excusez-moi pour l'addiction, toute une gamme de troubles du comportement associés qui se succèdent et marqués surtout par la dimension d'impulsivité, dans de nombreuses conduites coaddictives de dépendance et de conduites d'opposition qui peuvent aboutir à la violence et au suicide. J'ai travaillé et beaucoup transmis l'œuvre de Mélanie Klein. Et je pense que le modèle clénien nous offre une approche psychopathologique intéressante. Ces patients seraient fixés à une phase archaïque du développement psychique, ce que Mélanie Klein a nommé la position schizoparanoïde. C'est un temps premier de construction psychique dans la vie qui survient les premiers mois de vie, avant l'âge de 6 mois. Et ce qui a fait dire à certains analystes que Mélanie Klein pensait que tous les humains étaient psychotiques au départ, ce n'est pas le cas. Les humains traversent des moments
de nature psychotique autour du début de la vie, avec une impression de chaos psychique. Et ils utilisent des défenses propres à cette période, des défenses dont je vous ai un peu parlé précédemment, qui sont le clivage, le déni, l'identification projective, l'idéalisation, qui est une lutte contre la séparation. Et cet arrêt du développement psychique et des processus d'intégration peut être le fait de carences, de négligence émotionnelle dans l'enfance, voire de traumatisme. Le pronostic péjoratif du devenir dépendrait de la sévérité du dysfonctionnement et de la psychopathologie. Et il s'y associe très très souvent une histoire d'abus sexuels et de négligence dans l'enfance. S'y associe aussi un PTSD, Post-Traumatic Stress Disorder, et à des carences familiales. Le sujet n'a pu acquérir la constitution d'un bon objet interne suffisamment stable pour risquer de le perdre sans se détruire et accéder à la seconde phase que Mélanie Klein a appelée la phase dépressive, qui permet la construction des fantasmes et de la capacité de la symbolisation. La fixation à ce moment du développement schizoparanoïde expliquerait, à mon avis, la crudité et l'archaïsme de toutes ces représentations. On se situe là dans la vie fantasmatique infantile la plus précoce et la plus archaïque. Cela expliquerait aussi l'intensité du besoin pour l'objet de la réalité externe, du fait des failles narcissiques et de l'insécurité interne. Cette intensité du besoin va exacerber l'appétit avide pour l'objet, les désirs d'incorporation, et menacer l'équilibre narcissique en cercle vicieux. Je vais, pour illustrer un petit peu toute cette théorie, vous parler du cas de Dominique, une jeune adolescente que j'avais suivie en hôpital de jour il y a 5 ans et qui depuis vient me voir au cabinet. C'est une jeune femme qui a un peu plus de 18 ans aujourd'hui, qui est extrêmement phobique de l'extérieur. Toute sortie la menace psychiquement. Elle est boulimique, apathique, présente une obésité morbide, puisque son poids est supérieur à 120 kg. Elle est la troisième d'une fratrie de 4. Elle vit seule, puisque le père s'est arrangé pour être très souvent en déplacement. Le plus souvent seule avec sa mère, qui souffre aussi d'une addiction, d'un alcoolisme grave et invalidant. Chaque alcoolisation massive de la mère provoque des angoisses majeures chez Dominique, augmente son insomnie et des hallucinations auditives qui sont apparues au moment où elle n'a pas pu sortir de chez elle pour aller passer son bac. La possibilité d'une sortie de l'enfermement dans la pathologie maternelle n'a pas pu s'ouvrir, ou pas encore, pouvant opérer une métaphore paternelle, même si elle fait souvent appel et référence au père, justement dans un appel à ce que puisse se poser cette métaphore paternelle, c'est-à-dire d'arracher l'enfant à la jouissance incestueuse de la mère. Mais malheureusement, au moment du bac, elle a plongé dans une crise de nature psychotique qui a entraîné ses premières hospitalisations. Elle n'a plus de décompensation de ce type nécessitant l'hospitalisation, mais elle est suivie en hôpital de jour, prend un traitement neuroleptique et antidépresseur très lourd, qui a correspondu aussi à sa demande, une forme, à mon avis, avide de demande,
se plaignant de non-résultat des doses précédentes. Les soignants ont un peu cédé, mais donc le traitement est très lourd en neuroleptique, antidépresseur et hypnotique. Et les doses ont été augmentées progressivement, donc, et la prise de poids s'en est suivie. Dominique a pu exprimer au bout de plusieurs mois d'entretien, bimensuels à peu près, des souvenirs de dépression dès l'âge de la classe de primaire, donc une dépression que l'on peut qualifier d'a priori dès la toute petite enfance. Certainement liée à une problématique d'interaction, d'accrochage dans le lien mère-enfant avec cette mère alcoolique, oui. Elle m'a raconté un abus sexuel subi à l'âge de 12 ans. Elle avait été suivie par un pédophile qui avait violé une amie. Cet homme l'a harcelée avec des mots crus sexuels. La famille a porté plainte et il y a eu un procès pour l'abus. Elle avait aussi subi un cyberharcèlement sexuel au collège qui a entraîné sa déscolarisation avant sa plongée dans son chaos psychique. Ces nuits sont peuplées de cauchemars apocalyptiques. Venir à mon cabinet est une épreuve, majore ses angoisses et ses hallucinations. Et elle ne vient donc qu'en transport médicalisé. J'ai rarement vu un lien, un accrochage aussi intense avec l'objet maternel. Elle m'avait décrit un rêve où elle était dans une voiture conduite par sa mère et toutes les deux faisaient une sortie de route et se crachaient dans un ravin. Voilà le rêve. Ça me permet de dire un petit mot sur le rêve chez le psychotique. Chez les psychotiques, le sujet se représente comme aboli. Dans le rêve, c'est un signe de ce type de rêve. J'avais essayé de l'interpeller sur le fait qu'elle soit dans la voiture de la mère et si elle ne pouvait pas essayer d'avoir sa propre voiture. Et bon, le travail est très long, très, très difficile, mais l'an dernier, elle a exprimé un premier désir qui était celui de subir cette chirurgie dont je parlais au début, cette chirurgie bariatrique. Elle a mis les moyens à ce désir-là. Elle a demandé elle-même une consultation auprès d'un chirurgien à l'hôpital à Toulouse. Parce que mon cabinet est à Toulouse. Et le chirurgien m'a appelé une fois en me disant que cette jeune fille ne faisait que l'appeler. Il m'a dit c'est la jeune fille aux cheveux bleus, puisqu'elle se teignait les cheveux en bleu. Et on m'a demandé de donner ou non l'aval pour cette chirurgie, étant donné sa structure psychique. J'ai été assez embêtée avec ça, et puis je me suis dit que je ne pouvais pas aller contre cette première manifestation de son désir, parce qu'aller contre son désir l'aurait fait plonger à nouveau vers des abîmes psychotiques. Donc j'ai pris le parti de soutenir ce désir et donner mon accord. Et Dominique s'est fait opérer début mars, 15 jours après le confinement, et a demandé à venir me voir en consultation. Je lui ai proposé une séance par téléphone, puisque c'est la façon dont je travaille là depuis le confinement. Elle n'a pas voulu. Je suis donc allée la voir au cabinet mardi matin avec un masque. Je lui ai proposé aussi un masque, mais elle était contente de faire sa consultation. Elle avait perdu 14 kilos depuis
depuis un tout petit mois. Et ses cheveux étaient verts. La couleur a changé. Peut-on entendre ce temps-là comme un temps premier de subjectivation? Je laisse ouvert au travail qui va suivre. Voilà. Donc j'espère, je vous ai amené ces cas cliniques. J'espère vous avoir intéressé à ce symptôme et cette maladie de l'obésité qui pour nous, dans les prises en charge psychiques, sont à prendre en compte de manière profonde, puisque signe des carences, des souffrances et des abus chez ces êtres qui ne sont pas encore nés à eux-mêmes et dont le travail de subjectivation a peut-être été empêché. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute. Reste à votre disposition s'il y a des questions. Je ne sais pas comment ça pourrait se mettre en place. J'en parlerai à Eric Toubiana, que je remercie. Et vous dis, j'espère, pour un prochain rendez-vous. À bientôt, bonne continuation à tous dans ce temps de confinement.